Vous n'êtes pas d'accord, malheureusement, vous ne pouvez que quitter la session. Bienvenue à tous et toutes. Première session de formation, comment une rénovation devient citoyenne. Alors, juste pour vous inscrire cette premier webinaire de formation dans son cadre. Euh, on est dans le cadre du projet Citizen-led Renovation, CLR, et on est la troisième phase, CLR 3. Donc, dans le cadre de ce projet, en fait, le Parlement européen a demandé à la Commission européenne de missionner quelqu'un pour faire les liens entre communauté énergétique et rénovation. Pour le moment, les communautés énergétiques en Europe sont plutôt ciblées production d'énergie renouvelable, mais on voit bien le potentiel pour adresser la question de la rénovation thermique. Et donc, il y a des facilitateurs qui sont mis en place dans toute l'Europe pendant ce projet CLR3 pour faciliter la rénovation par les communautés énergétiques. On est très content d'être partenaire de ce projet avec Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et Alter Alsace Énergie. Nos deux structures sont animatrices des réseaux régionaux respectivement d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Grand Est. Donc, vous connaissez peut-être les réseaux Oracle et le réseau Géclair. Et on a donc beaucoup d'interactions avec les différents collectifs d'énergie citoyenne, que ce soit dans nos régions respectives, mais aussi dans toute la France, parce qu'on travaille très bien en réseau avec Énergie Partagée. Et du coup, via ces réseaux, on aimerait amener la possibilité de rénover à des collectifs d'énergie citoyenne. Et puis, on s'est aperçu aussi qu'il y avait des collectifs qui faisaient déjà de la rénovation et qui pouvaient s'intéresser à la partie énergie de ces rénovations. Bienvenue à tous et toutes, que vous veniez du mouvement énergie partagée ou d'ailleurs. Pour information, tout ça s'inscrit donc dans un... On a on- nous, donc, nos deux structures, nous inscrivons dans le mouvement énergie partagée, le mouvement de l'énergie citoyenne, qui nous a permis d'ouvrir ce groupe de travail rénovation citoyenne. Donc, si vous n'y êtes pas encore inscrit, il y a une liste de discussion qui s'appelle MDE, comme maîtrise de l'énergie, qui s'intéresse vraiment maintenant à la rénovation thermique dans les collectifs d'énergie citoyenne. Et on a deux séries d'événements en parallèle. Il y a ces webinaires qu'on aimerait faire pour mettre en lien un peu les participants, les collectifs qui s'intéressent à ces questions. Donc on a fait une introduction le 20 janvier, pardon. Et il y en aura un prochain fin mars où on aimerait peut-être faire témoigner Village Vivant, qui est une foncière qui fait de la rénovation du bâti. Et puis, en parallèle, on a ce cycle de formation. Donc, aujourd'hui, 5 février, première étape. Et puis, vous avez en dessous les prochaines sessions. On en a mis une par mois. Euh, J'espère que ce sera pas trop écarté pour vous. Ça dépend un peu où vous en êtes dans vos projets. Vous trouverez sans doute de quoi faire au fur et à mesure. L'objectif, c'est que nous, on travaille, on identifie les projets, on essaye de les analyser un peu et on essaye d'alimenter avec ça toutes ces formations sur un peu les caractéristiques d'un projet de rénovation citoyenne et comment euh, euh, f- euh, m- fonder ces caractéristiques en des modèles pour vous faciliter le passage à l'acte. Donc, je vous remettrai toutes la présentation, l'enregistrement, et puis les liens seront disponibles sur la liste de discussion MDE. N'hésitez pas à nous redemander l'inscription. Comme ça, vous pourrez avoir accès aux liens par la suite. Ça, c'était un peu pour les présentations de qui nous sommes. Et puis maintenant, alors comme on l'a dit, vous êtes assez nombreux. On va malheureusement pas pouvoir détailler tous les participants, mais je vous propose un petit sondage pour savoir un peu qui est là. Donc, Noémie, tu dois pouvoir voilà, lancer le sondage. N'hésitez pas à répondre à ces deux questions. Donc, d'où vous venez, quel type de structure vous représentez et quel est votre lien avec un projet de rénovation. Donc, euh, êtes-vous collectif citoyen, collectivité, citoyen qui vient là parce qu'il était intéressé, une autre type d'entreprise, ou même une structure d'accompagnement des projets, ou bien autre chose, je ne sais pas. Et puis, si vous avez un lien avec un projet de rénovation, où en êtes-vous? Qu'on sache un peu qui sont les différents participants. Alors, ça vote, ça vote. Merci à vous. N'hésitez pas à vous manifester.
à répondre au sondage. On a 20 participants, merci à vous. Euh, et il y en a qui ne se manifestent pas. Eh ben, je pense que c'est bon. On peut partager les résultats. Donc, on a une majorité de collectifs citoyens. Bienvenue à tous les courageux qui se lancent sur le sujet rénovation. Et puis aussi quelques structures d'accompagnement, ce qui nous intéresse parce que l'objectif du projet CLR3, c'est aussi de diffuser des outils pour qu'on puisse au mieux accompagner les collectifs. Et puis, je suis intéressée qu'il y ait une collectivité. Ça aurait été bien qu'il y en ait d'autres parce que je pense que c'est des partenaires complètement incontournables. On va voir qu'il y a beaucoup de questions. Donc, vos retours sur l'intérêt que ça représente pour vous sont intéressants. Et j'allais dire si la collectivité peut se dénoncer dans le chat, N'hésitez pas. Et ce puis, pour serait super. l'instant, on voit qu'en termes de projet de rénovation, il y a plein de gens intéressés, mais qui sont pas forcément en lien direct avec un projet. Et quelques collectifs sans doute qui en ont déjà en tête ou en cours. Donc bravo à ceux qui se sont déjà lancés, et puis on va faire en sorte que les autres puissent avoir les infos nécessaires pour le faire. Merci bien. Ok. Euh, donc, petit élément un peu introductif. Nous venons vraiment du monde de l'énergie citoyenne. C'est le mouvement énergie partagée. Je pense que beaucoup d'entre vous en viennent aussi. Juste pour rappel, Énergie Partagée, c'est une association, mais c'est aussi une coopérative et un fonds d'investissement. Et tout ce mouvement Énergie Partagée fédère, outille, met en lien tous les projets d'énergie citoyenne en France, qui sont aujourd'hui beaucoup plus axés sur la production d'énergie renouvelable. Euh, on s'inscrit donc, enfin, pour nous, les projets d'énergie citoyenne répondront au label énergie partagée, le label garantissant que les citoyens sont bien pilotes des projets, les territoires sont bien pris en compte dans la façon de les mettre en œuvre et la finance est bien au service des citoyens et des territoires. Voilà, vous avez les 5 piliers qui sont présents là. Pour information, on travaille aussi avec Énergie Partagée à l'adaptation de ce label pour la rénovation, parce que pour l'instant, il est quand même très axé production d'énergie renouvelable. Noémie, qui est là, a déjà fait labelliser un projet de rénovation qu'a monté le collectif des Watts. Donc, on sait que ce label est applicable, mais il y aura sans doute des évolutions à imaginer, voire une charte si ça se justifie à mettre en place pour que réellement on puisse se dire que le label est adapté aussi aux projets qui ne sont pas sur de la production. Information numéro 2, dans le cadre du, du, du mouvement énergie partagée, il y a une carte des projets que vous connaissez sans doute. Et grâce au travail de fond d'Oracle, on a maintenant la possibilité de s'inscrire comme projet d'économie d'énergie. Donc vous voyez ici l'avant-poste, qui est le fameux projet de DeWatt qui a été labellisé. Mais vous pouvez déjà d'ores et déjà mettre vos projets sur la carte si vous en avez, puisqu'on voyait qu'il y en avait qui étaient en cours ou en tout un projet en développement peut tout à fait être inscrit sur la carte. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez votre déjà votre point de collectif sur la carte, vous pouvez mettre vos sites de production, dont les sites maîtrise de l'énergie. Donc, n'hésitez pas à créer un projet. Comme ça nous permet aussi de les inventorier et puis de savoir un peu ce qui se fait et comment ça marche. Tout ça pour dire qu'on s'inscrit dans le mouvement énergie partagée. Si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à adhérer. Ça permet aussi de faire avancer tous nos sujets. Alors, point introductif, on va parler aujourd'hui de qu'est-ce que c'est la rénovation citoyenne et comment rendre citoyen un projet, quelles vont être ses caractéristiques quand il est citoyen, un projet de rénovation. Euh, pour partir de quelques réflexions de base, pourquoi c'est pas de la production d'énergie renouvelable, pourquoi c'est différent? Ce qu'on a identifié quand même, c'est que les projets de production ENR vont, même s'ils s'adaptent au potentiel du territoire, aux acteurs présents, etc., ils ont un fonctionnement qui va être relativement similaire sur toute la France, que ce soit au niveau administratif, au niveau euh, des acteurs pour le raccordement au réseau, ce genre de choses. Alors que pour la rénovation du bâti, on a quand même des spécificités qui vont être extrêmement locales. À savoir que tout simplement, quand on intervient sur le bâti, on intervient directement sur la vie des occupants du territoire. Et que donc on a des problématiques qui vont être très très dépendantes du territoire, de son état, de son dynamisme, etc.
Et ce qu'on constate du coup déjà en faisant l'inventaire des projets qu'on a fait, c'est qu'il y a une diversité extrêmement forte des modèles qui répondent à des problématiques qui sont très locales et donc qui trouvent des solutions très différentes. Donc euh, la première chose qui j'espère ne sera pas une trop grosse déception, c'est difficile de faire des modèles parce que chaque projet va être très différent selon les problématiques locales, les acteurs locaux, les besoins qui sont identifiés, etc. Donc, on va faire au mieux pour pour faciliter le cadre de la rénovation, mais il faut absolument que vous trouviez quelles sont les spécificités pour vous. Et en plus de ça, comme ces questions-là sont très très politiques, c'est vraiment utile que vous saisissiez toutes les problématiques de votre territoire pour donner le point de vue des citoyens, de vous habitants du territoire, donc pour que ça donne tout son sens à à la gouvernance citoyenne d'un projet. Donc on compte sur vous pour changer l'urbanisme chez vous et en faire quelque chose où les citoyens sont vraiment impliqués. Donc, une fois ceci dit, on peut rentrer dans le vif de la question, pourquoi est-ce qu'on rénove entre citoyens? Alors, première chose, il nous avait été demandé un espèce d'argumentaire pour pouvoir parler aux partenaires. Et du coup, c'était un peu l'objectif de cette première partie, mais c'est aussi de voir avec vous quel est votre objectif, parce que euh, rénover par opportunisme risque d'être compliqué. Si vous avez juste une opportunité et que vous vous lancez dessus et que vous avez après des choix à faire, ce sera difficile de savoir comment les régler si vous n'avez pas un objectif initial, une direction. Donc, c'était un peu la question de cette première partie. Euh, et pour commencer cette première partie, on aimerait vous demander votre participation. Alors, je vais vous proposer ce petit lien. C'est pour en fait, sonder un peu quelles sont, vous, vos visions des objets, de la plus-value citoyenne d'un projet. Pourquoi est-ce qu'on rénove entre citoyens? Vous pouvez donc cliquer sur ce lien et rentrer le code là qui est indiqué à l'écran. Vous le voyez normalement, 77 99 37 36. Ceci va nous permettre de faire un nuage de mots qui devrait nous donner un peu les tendances pour vos idées de rénovation. Donc, si vous participez, normalement, ça va s'afficher là. Si vous voulez marquer plusieurs mots, il faut tout de suite en saisir plusieurs, sinon vous ne pouvez pas revenir sur votre proposition. Voilà. Je vois qu'il y en a qui ont commencé à partager. N'hésitez pas, allez-y. Vous pouvez mettre vos mots, cliquez sur oui, et après, vous verrez les résultats. Normalement, ça va s'afficher si tout va bien. Pouvez nous rappeler le code, s'il vous plaît? Ah oui, pardon, 77 37 36. 77, oh là là, 77 99 37 36. Je vais le remettre dans le chat. J'arrive. J'arrive. Hop là, il est là. 77 99 37 36. Excusez-moi. Hop là. Voilà. Euh, alors l'avantage d'un nuage de points, d'un nuage de mots, c'est qu'en théorie, quand vous rajoutez les mêmes, on voit qu'ils viennent grossir, donc on devrait voir un peu ce qui semble le plus important pour vous en termes de rénovation citoyenne. Ça permet plus de impliquer tout le monde, aider aux habitants, déjà des choses qui se dégagent. N'hésitez pas à être ça continue à évoluer. Merci beaucoup de vos participations, hein. Ça permet d'avoir un beau, belle vision de un peu les différents objectifs que vous pouvez voir à la rénovation citoyenne. On voit qu'en plus, il y en a qui sont un peu écrits différemment, mais qui reviennent à la même chose, hein. Adresse à la précarité, solidarité. Lutte contre la précarité. Mhm, tout à fait. On gardera une image de votre nuage. Ça a l'air de se fixer un petit peu. Oui. Euh, ok, merci beaucoup de votre participation. Donc on voit donc
la lutte contre la précarité qui revient avec la question de la solidarité et de l'égalité. Euh, Implication citoyenne, participation citoyenne. Il y a quelque chose sur le fait que les citoyens s'impliquent. On a l'aide aux habitants, tout simplement, donc être présent pour les voisins. Et puis, on va voir équité, égalité, tout ce qui est partage. Donc ça, c'est vraiment sur le sens que ça donne au niveau citoyen. Ok. Il y a le mot sobriété qui est revenu quand même plusieurs fois. Ça, c'est intéressant sur la question de la sensibilisation. Bon, je fais une petite capture de ça et puis je vous remercie de cette participation. Puis ça nous permettra de- d'alimenter euh, le, le retour. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a des sujets effectivement qu'on va retrouver dans notre présentation, donc ça me rassure. Euh, L'idée de ces objectifs, un peu de cette liste d'objectifs et de cet inventaire, c'est de vous donner un peu des billes aussi pour pouvoir parler à des interlocuteurs. N'hésitez pas, si vous avez besoin de plus de précision ou quoi, on peut aussi aller faire un peu de recherche. Le premier point, effectivement, qui est revenu là beaucoup dans votre nuage, c'est la lutte contre la précarité énergétique. Il y a quand même beaucoup de ce sujet qui nous préoccupe. Tout ce qui est solidarité avec les personnes en plus grande difficulté. Quelques chiffres nationaux, 3 millions de ménages concernés. Parce qu'on appelle la précarité énergétique, qui est la définition est assez vaste, hein. C'est en gros ne pas pouvoir se chauffer correctement ou devoir que ce soit à cause de ses revenus ou à cause de son logement. Donc se chauffer ou se refroidir d'ailleurs. Euh, voilà les petits sondages qui disent euh, quel est le niveau de confort des gens dans leur bâtiment. Et on voit aussi que le confort d'été devient une vraie problématique. Pour répondre à ces questions de précarité, il y a un peu deux pistes qu'on identifie dans les projets citoyens. Il y a la question de l'accession à la propriété qui a été très ciblée par des foncières. La foncière rurale solidaire, là, qui vient de se créer, euh, a pour objectif de vendre l'usage du bâtiment et pas sa propri et pas la et pas pas la nue propriété mais l'usufruit, ce qui permet de diminuer les coûts d'accession à la propriété et d'éviter la spéculation. On a aussi le bail réel solidaire qui est un bail qui permet d'acheter le logement mais pas le terrain. Donc ça c'est proposé par des foncières solidaires comme on a une coopérative Habitat de Lille à Strasbourg qui fait ça. Et puis l'autre piste c'est l'accompagnement à l'autorénovation. L'exemple peut-être le plus connu, c'est Enerter, parce qu'ils ont commencé en disant, bah, en gros, on fait des enduits, voire de l'isolation avec les moyens qu'on a sur place, c'est-à-dire on fait des enduits terre. Et ils ont accompagné des ménages qui n'avaient pas forcément les moyens de rénover autrement. Mais il y a Énergétique 04 qui est présent, je crois, aujourd'hui et qui a aussi cette volonté d'accompagner les ménages sur de l'auto-rénovation pour diminuer les coûts de la rénovation, mais permettre une rénovation performante tout de même. Donc, c'est un Et peu les comme on deux, nous interpelle dessus, et également le réseau des compagnons bâtisseurs sur bien le sûr. sujet qui est très, très actif dans certaines régions, moins Oui, dans bien sûr. d'autres. Ouais. Euh, on a pas mal échangé avec eux dans le cadre de l'autorénovation accompagnée. Ouais, on va voir comment les associer aussi. À chaque fois, je présente des exemples, comme ça vous permettra d'aller voir par la suite, dès que vous aurez la présentation, de pouvoir cliquer sur les liens. N'hésitez pas à poser des questions entre-temps. Deuxième axe, c'est la sensibilisation. Vous avez parlé sobriété dans votre nuage de mots, vous avez parlé économie, enfin, ouais. Euh, c'est de sensibiliser les habitants du territoire où on se trouve. Donc l'autorénovation dont on parlait a ses vertus là-dessus, puisque les gens vont directement voir l'amélioration via les travaux. Et puis il y a le suivi des consommations énergétiques qui est important suite à une rénovation. On va accompagner les habitants sur leur conso. Euh, des exemples, ça peut être les défis. Il y a beaucoup de collectifs d'énergie citoyenne qui avaient participé à l'époque au défi des familles énergie positive. Aujourd'hui, c'est des défis qui sont plus locaux. Là, nous, en Alsace, le défi des familles éco-engagées, mais il y en a plusieurs en France. On a aussi des pistes qui sont explorées et on a un petit exemple en Alsace sur les incitations à la sobriété. Si votre collectif devient propriétaire du bâtiment, par exemple, et qu'il le loue, il y a la question de comment inciter via les loyers ou quoi à faire de la sobriété. Et donc là, on essaie de voir un peu quelles sont les pratiques qui peuvent être mises en place. Euh,
là-dessus. On souhaite aussi pouvoir sensibiliser les professionnels sur la rénovation performante. C'est souvent un gros travail en particulier dans les projets d'autorénovation accompagnée. Il y a des professionnels accompagnateurs et s'ils ne sont pas déjà formés à la rénovation performante, écologique, il peut y avoir tout un aspect de formation là-dessus. Et puis de les inciter à impliquer les citoyens dans les projets, ce qui est aussi une belle démarche pour eux pour faire une meilleure appropriation des travaux de rénovation par les habitants. Donc précarité, sensibilisation et puis évidemment performance du bâti, c'est un des axes qui est souvent qui paraît un peu évident, mais ça vaut mieux en le disant. Euh, Quelques chiffres qui peuvent vous aider aussi sur un argumentaire. J'ai mis un peu enfin on a mis ces graphiques parce que ils peuvent permettre de mieux connaître un peu la consommation énergétique du bâti en France. Euh, Vous avez en haut le nombre de bâtiments, le nombre de logements, pardon, selon leur étiquette énergie. Donc ça permet de se rendre compte un peu de où est-ce qu'on trouve des, des bâtiments à rénover. Et c'est intéressant de se dire aussi que enfin, ça peut être réparti aussi selon parce qu'il y a on va en parler, mais il y a une un gros focus sur les logements vacants et ça peut être vraiment un sujet à adresser parce que eux aussi, les logements vacants peuvent être des vrais passoires et du coup difficiles effectivement à remettre sur le marché. Euh, donc une vraie attention en général à la performance de la rénovation dans les rénovations citoyennes. Euh, Au niveau national, les objectifs sont très ambitieux et on se dit tous un peu qu'ils sont inatteignables. Bon, un parc entièrement rénové en BBC, aujourd'hui on n'en prend pas vraiment la route vu que typiquement les aides financières pour les particuliers sont aujourd'hui orientées que sur les gestes par geste. Donc on peut se demander un peu quel est le sens que ça a. Mais du coup, on compte sur les citoyens pour proposer des alternatives un peu plus crédibles. Voilà, ça demande à se poser les questions en tout cas de quelle est la performance qu'on veut atteindre quand on fait un projet citoyen. Et est-ce que le premier objectif c'est ça ou c'est autre chose? Et bien sûr, il y a un objectif de lutter contre la précarité énergétique pour que les factures énergétiques diminuent après rénovation et diminuent de façon drastique. Un exemple qu'on cite ici, après il y en a d'autres, hein, mais on a suivi les rénovations faites par Clairlieu, éco-rénovation solidaire, sur un quartier où les maisons étaient toutes pareilles et du coup leur objectif c'était de concevoir une solution de rénovation très très performante. Donc ils ont une solution de réno qui est quasi clé en main, ça se pose sur la maison des caissons à remplir et c'est quasi passif in fine. Donc ça peut permettre, enfin eux leur objectif en tout cas c'était la performance du bâti et ça peut permettre d'atteindre des très très bons résultats. Performance du bâti, ça rejoint un petit peu rénovation vertueuse avec les petites nuances que on peut faire de la rénovation très performante avec des matériaux avec un très mauvais bilan carbone. Donc il y a aussi la question du bilan carbone des rénovations avec la question des écomatériaux, le réemploi et le recyclage, voilà, la faible énergie grise. Et puis, un peu en parallèle de ça, il y a la question de la qualité de l'air intérieur et de la santé des rénovations. Donc ça aussi, ça peut être un point d'attention particulier. Les solutions low-tech, on l'a vu avec Enerter qui fait des enduits en terre, par exemple, mais ça peut être voilà l'idée que les citoyens peuvent s'approprier les solutions de rénovation, c'est aussi que ce soit des solutions simples et locales qui puissent être facilement mises en œuvre. Donc les exemples qu'on a mis, c'est Enerter parce que voilà, ils sont vraiment axés là-dessus à la base, mais voilà, ça peut être une composante de beaucoup d'autres projets. Et enfin, un aspect un peu différent, mais qui est très adressé par beaucoup des collectifs avec lesquels on a échangé, c'est la question plus générale de l'urbanisme. D'abord, la lutte contre l'artificialisation des sols en rénovant du bâti existant, donc avec un vrai objectif d'éviter le bâti neuf quand il n'y en a pas besoin. Donc ça, c'est la première chose, mais aussi la question de recycler le foncier, je sais pas si c'est le mot juste, mais en tout cas de faire en sorte que il y ait une réelle réhabilitation des centres-villes. Parce que la réhabilitation des logements vacants, c'est aussi redynamiser les centres-villes, remettre en place
de l'habitat, des activités dans les espaces urbains qui sont parfois désertés. Ou bien les friches industrielles. Là, c'est le cas, on a mis l'exemple de Bain d'énergie qui veut rénover une friche. Donc, en fait, de réutiliser tout ce foncier qui, sinon, peut être complètement abandonné. La, le projet qu'on vient aussi d'identifier des Tchaldés au Pays Basque, c'était vraiment l'objectif de diminuer la pression foncière dans le sens où il peut y avoir beaucoup de tourisme et la rénovation du bâti pour en faire du logement, mais spécifiquement pour en faire du logement de la résidence principale, permet aussi de garantir qu'il reste des habitants dans les centres-villes. En Donc plus tous de ces sortir de la sphère spéculative. absolument éviter la spéculation là-dessus, c'est aussi le cas de la foncière rurale solidaire. Je suis. Donc il y a un vrai enjeu d'urbanisme, et on en parlait déjà, qui est éminemment politique, et donc, alors bien sûr à discuter avec les collectivités, à voir quelles sont les dynamiques, mais en tout cas qui est un vrai argument euh, pour votre présence, vous, citoyens, dans ces rénovations. Le dernier point n'est pas très original, mais a toujours sa place. On sait que les citoyens qui sont aux manettes de projets, comme des projets de foncière, par exemple, c'est de l'investissement qui est fait pour avoir des retombées économiques locales. Ce qui est intéressant de se dire, c'est que euh, le schéma que vous voyez en bas à droite, c'est celui issu de l'étude des retombées économiques locales qu'Énergie Partagée a mené il y a déjà pas mal d'années sur la production d'énergie renouvelable. Et il y aura peut-être des mises à jour à faire avec la rénovation. On ne sait pas encore exactement quels sont ce qui est identique ou ce qui va être différent. Mais ce qui est sûr, c'est que l'objectif, c'est de trouver des modèles économiques pour ces projets, donc qu'il puisse y avoir un investissement citoyen qui ait des retombées économiques pour les citoyens, mais aussi pour les territoires. On va pas, enfin, on refait pas on réinvente pas le fil à couper de beurre en disant que bah, on va avoir euh, recours à des professionnels proches avec de la création d'emplois locales. L'idée dont on parlait juste à l'instant, c'est aussi la redynamisation des communes avec la remise en place d'activités au centre-village, etc. Donc ça peut être une relance économique pour pour les collectivités et la lutte contre la spéculation dont on parlait. Il y a une question qui vient aussi, c'est la question des loyers, parce que un collectif citoyen qui devient propriétaire et qui loue des bâtiments va aussi avoir à cœur d'avoir des loyers justes. Alors ça veut pas dire qu'on va faire des projets à perte, mais en tout cas ça permet de réfléchir aussi à l'accès à l'habitat pour tous. Et puis, ce qui peut être intéressant, et là, c'est comme dans tout projet d'énergie citoyenne, c'est que les bénéfices faits puissent servir de façon vertueuse à la sensibilisation et à faire de la dynamique locale. Voilà un peu, ça vous fait un peu la liste des arguments, enfin en tout cas des objectifs qu'on a vus qui pouvaient être poursuivis par des collectifs qui font de la rénovation citoyenne. Une petite parenthèse. Donc, comme je vous le disais, on est dans la phase 3 du projet Citizen-led Renovation. Il y a quand même eu pas mal de choses qui ont été faites par les deux phases précédentes, au niveau européen, bien sûr. Donc, ça vaut ce que ça vaut dans notre contexte français, mais en général, il y a des choses qui sont intéressantes. Et on voit que les conclusions de la phase 2, c'était que les principales vertus de la rénovation citoyenne, c'était de dépasser les obstacles techniques, financiers, sociaux. Ce qui, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que nous, citoyens, on doit se prendre en main pour faire en sorte que la rénovation qui est tellement compliquée devienne possible. Donc, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, c'est ce qui se passe sur le terrain, c'est que c'est des citoyens qui permettent de dépasser des obstacles. Et puis, ça, c'est inévitable, ça construit une relation de confiance entre les autorités et puis les professionnels qui vont œuvrer à la rénovation, et ça nous intéresse. Un point qu'on n'a pas évoqué, que nous, on n'a pas vu encore en France, mais qui peut peut-être être aussi un sujet, c'est d'améliorer la reconstruction après des catastrophes. On sait que ça a été le cas en Espagne après Dana, où il y a des coopératives qui sont mobilisées sur la rénovation. Euh, voilà un axe qui est peut-être à travailler chez nous, en espérant qu'on n'ait pas tant de catastrophes climatiques, mais en tout cas que ça puisse être un point. Juste pour info, du coup, on vous a mis le lien vers les pilotes des phases 1 et 2 du projet Citizen Renovation. Ça peut aussi inspirer. En général, les projets dans le reste de l'Europe sont plutôt orientés vers accompagner les particuliers que vers ce qu'on connaît nous, qui est de l'investissement collectif sur du bâtiment en direct par les coopératives. Euh, Petit sondage du coup.
ça vous permet de, ça nous permet de faire la pause aussi 2 secondes. Euh, Quelle est votre première raison de rénover? Alors, c'est un sondage où c'est à choix unique et c'est volontaire. Comme je le disais en introduction, si vous voulez que vous trouver une cohérence à votre projet, c'est bien d'avoir un objectif initial assez clair. Il y aura sans doute d'autres objectifs à votre projet, et c'est rare que ce soit unique, mais ça nous intéresse parmi vous là qui réfléchissez à un projet, de voir avec vous si vous avez identifié votre objectif numéro un en fait. Et il n'y en a pas un qui vaut mieux que les autres. C'est plutôt est-ce que vous avez réussi à identifier votre première raison de rénover, qui vous permettra de guider un peu les choix que vous ferez au fur et à mesure du projet. Ah, c'est hyper intéressant parce que les réponses sont extrêmement variées. On va vous les partager, mais Pour l'instant, personne n'a mis autre, mais si jamais vous choisissez autre, on veut bien que vous précisiez dans le chat quel est votre objectif. Ah voilà, quelqu'un a mis autre. euh, Bon, on va ah, arriver. Ouais, je un pense peu que au bout tout du le monde sondage. a Ouais, dû. Ouais. tout le monde a voté. Alors, très intéressant parce que c'est très réparti donc. On voit donc que la lutte contre la précarité énergétique est quand même premier sujet. Euh, c'est enthousiasmant de se dire que la solidarité est un sujet au sein de nos mouvements. Mais voilà, il n'y a pas, comme dit, il n'y a pas de meilleur, on l'a dit, hein, il n'y a pas de meilleur projet qu'un autre. Et du coup, c'est super de voir que chacun se propose de répondre à une problématique différente. Mais comme je le disais en introduction également, ça fait des projets qui sont tous très variés, donc ça fait des modèles à inventer qui seront potentiellement très différents. Et du coup, comme le disait Noémie, est-ce que les 2 personnes qui ont voté autre objectif peuvent nous alimenter? Ça nous permettra de... Alors, je pense que ça a été le cas. Donc, Oui. Emmanuel et François ont précisé dans le chat. Donc, Emmanuel, pour prendre le scénario négawatt par le bon bout, commencer par réduire les consommations avant de penser production ONR. Et François, parce que les projets photovoltaïques ne sont plus rentables, les collectifs citoyens doivent se diversifier. Et Modèle puis, éco. Pardon. ouais. Et puis, il y a Hugues aussi qui dit complémentarité entre les aspects et connaissances, construction, production d'énergie. Donc aller sur le domaine du bâtiment, là où on n'y allait pas jusque-là. Bah merci beaucoup. Euh, on rajoutera précieusement dans l'argumentaire. Ah, une précision de Hugues Fouret. Allez. Oui, je tiens à préciser parce que je ne sais pas comment l'écrire, mais en gros, par exemple, une fois on a rencontré un lycée, nous, nous sommes dans la production d'énergie, ECA, et on a rencontré pour un projet de photovoltaïque sur toiture un lycée. On rencontre l'équipe technique et eux, ils sont en train de nous parler de rénovation énergétique chez eux et on leur parle de comment ça s'appelle Production. d'isolation, Ah oui. et ces gens-là nous répondent ah oui bien sûr on y pense, on va faire des pompes à chaleur et ils sont sur du chauffage électrique, et nous on n'a pas les connaissances, les moyens d'amener une vision plus globale, et voilà, c'est ça qui m'intéresse, voilà. Oui, en fait, En- oui, oui, c'est de pouvoir répondre à un panel plus large quand vous arrivez avec voilà, d'abord l'entrée production, voilà, mais de pouvoir adresser, euh, d'être cohérent en fait dans un dans un projet plus global. voilà, Ça Super. rejoint du coup un merci. petit peu sûrement la remarque d'Emmanuel qui dit voilà, voilà, cette vision globale de négawatt, Et réduire la puis demande avant de produire ou en tous les cas concomitamment d'une production. tout à fait, oui, et puis je rajoute que je sais que dans notre région il y a plusieurs personnes qui ont des connaissances et des entreprises qui sont dans de la rénovation écologique. Et je sais, pour en connaître un certain nombre, ce qui se plaignent, c'est pour l'instant, ils ont que des clients qui sont des clients qui ont de l'argent. Et pour l'instant, voilà. Et on se dit que si nous, on a réfléchi et grâce à vous, à d'autres réflexions, peut-être qu'on peut prendre contact avec eux et qui sont assez ouverts pour participer à des projets plus sociaux. Voilà. Merci. Je me tais. Mais merci beaucoup.
Euh, Encore une fois, si on peut mettre plus de solidarité dans les projets, c'est super. C'était la première partie. Pourquoi rénover? J'espère que ça vous permettra un peu d'avoir les différents axes qu'on a identifiés. Et puis vous, vous avez bien identifié vos axes, c'est super. Maintenant, une fois qu'on a identifié euh, pourquoi on veut rénover, quel projet on va faire. Alors, pour essayer de rendre ça un peu vivant, j'espère que euh, on- cette deuxième partie, on a pris l'exemple d'Eclem, donc Emmanuel Equiton est là, je crois, et pourra déjà nous taper sur les doigts si on dit des bêtises. J'espère que ça répondra bien, ça sera fidèle à ce qu'il nous a partagé. Puis tu pourras préciser s'il y a besoin. Mais l'idée, c'est de dire, à partir du moment où on sait pourquoi on veut rénover, quelles sont les questions à se poser pour trouver son projet. Euh, j'introduis Eklem avec cette diapo qui, enfin, c'était une réponse à une question qu'on lui a posée. Et c'était merveilleux parce que ça illustrait exactement ce que je viens de dire précédemment. C'est bien d'avoir des objectifs, un objectif ou des objectifs essentiels. Et puis après, on peut avoir des objectifs secondaires qu'on rajoute au fur et à mesure du projet et qu'on fait dans la mesure du possible. Mais donc Eklem répond tout à fait à cette démarche de quel est notre objectif quand on rénove. Donc en plus, Emmanuel a précisé que c'était bien objectif numéro un, scénario négawatt. Et en plus de ça, voilà, avec bien identifier quelles sont leurs premières volontés. Donc très clair sur une gouvernance citoyenne et une écologie un peu exemplaire, avec un aspect social sur l'habitat collectif, et puis après d'autres éléments moins prioritaires. Une fois ces objectifs identifiés, là, je vais pas révolutionner le monde de l'énergie citoyenne parce que c'est des choses que vous connaissez déjà, si vous avez déjà mis les pieds dedans. Il y a la question de savoir qui est notre collectif, quelle est notre identité, euh, pourquoi on travaille ensemble, quelle expérience on a, etc. C'est pas, on n'est pas allé chercher des nouveautés, mais je le redis pour que vous sachiez vous comment, sur quelle base vous partez pour ce projet. Typiquement, est-ce qu'on connaît nos compétences? Qu'est-ce qu'on a comme compétences en interne? Bah, est-ce qu'il va falloir aller en chercher d'autres, etc. Bon, ça c'est un peu les questions de base à se poser quand on est collectif et qu'on se lance dans un projet. Rien de bien nouveau. Et pour illustrer, Eclem, c'est une coopérative qui a déjà, enfin c'est une association en fait qui a plusieurs projets de production d'énergie renouvelable sous forme de société de projet, avec du photovoltaïque en toiture, d'un projet éolien en cours, et cette volonté qu'on a bien identifiée de s'adresser aux économies d'énergie. Donc des compétences et de la motivation à revendre. Euh, Après, ça, c'est vraiment spécifique à la rénovation. On le disait, c'est de connaître son contexte local, ce qui est pas, en fait, de connaître aussi les questions de bâtiment et d'urbanisme sur son territoire. Donc, ça demande parfois d'aller chercher un peu, d'aller interroger un peu ou quoi, parce que on peut connaître pour sa commune parfois, mais pas forcément pour tout le territoire où on est, ou bien. Euh, il y a la question des caractéristiques du territoire, et puis après des documents d'urbanisme qui existent déjà et éventuellement des objectifs de rénovation qui sont déjà identifiés et des projets de rénovation ou de foncier qui peuvent déjà exister sur le territoire. Aussi parce que, et moi je crois que je me suis interrompue au milieu de la phrase, une toux qui ne veut pas s'arrêter. Parce que les projets de rénovation mobilisent déjà aujourd'hui beaucoup d'acteurs. Autant, je dirais, sur la production d'énergie renouvelable, on les connaît à peu près, c'est les développeurs et puis les collectivités. Et voilà, il y a les SEM un peu, les syndicats d'énergie, mais on a assez vite fait le tour. Autant sur la rénovation, ça foisonne de personnes qui sont au fur et à mesure ajoutées sur ces questions-là. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller essayer de sonder un peu son territoire, les acteurs qu'on a autour pour déjà se coordonner avec eux et pas refaire des choses qui auraient déjà été faites. Pour info, la prochaine session de formation sera sur les différentes étapes d'un projet et les acteurs d'un projet de rénovation. Donc ça devrait aussi rentrer un peu là-dessus. Mais voilà, ça permet, voilà, l'idée de connaître son territoire pour savoir où est-ce qu'on peut s'insérer avec une vraie plus-value. Et donc l'exemple d'Eclem, on est dans les Mauges, donc un territoire qui, si j'ai bien compris, est assez dynamique, avec un bassin d'emploi important, un secteur industriel assez dynamique, qui permet de se dire, voilà, il va y avoir du monde, il va falloir loger du monde. Il y a
après, voilà, il y a toute l'étude de l'urbanisme à faire, mais permet de se situer. Et une fois qu'on sait où on est, c'est qu'est-ce qu'on rénove. Est-ce que on va alors déjà au niveau de l'usage, c'est très ça va vraiment pas être du tout les mêmes projets si vous décidez de vous intéresser à l'habitat individuel, au logement, à la résidence principale des gens. Est-ce qu'on les aide à rénover? Et dans ces cas-là, bah, clairement, c'est pas le collectif qui va être propriétaire. Ou est-ce que, bah, on se dit, notre plus-value, c'est pas avec les particuliers, c'est sur de l'usage autre. On va aller créer du logement ou on va aller créer du tertiaire. On- ou aider du tertiaire, mais ça va être complètement, enfin, ça va être des projets complètement différents. Et donc, qui va être propriétaire? Ça va être la grosse question de quel est le positionnement de votre collectif? Est-ce que vous voulez acheter du bâtiment ou même avoir un foncier complètement sécurisé via des baux amphithéotiques ou quoi? Ou est-ce que vous restez sur on aide, on accompagne, on intervient en tiers sur du bâti qui appartient à quelqu'un d'autre? Euh, la, la question de l'histoire du bâti est aussi assez sensible. Euh, on l'a vu, bah, Clem témoignait de gens qui sont passés devant les locaux qu'ils ont identifiés pour dire que c'était important ce bâtiment et qu'il fallait bien en prendre soin parce qu'il avait du sens dans l'histoire de la commune. Euh, c'est vrai que c'est important de valoriser le patrimoine existant, mais ça veut dire aussi qu'il a une histoire et il faut la prendre en compte. Avec la parenthèse que les histoires, ça peut être aussi des histoires pas très glorieuses et parfois il y a de la pollution. Attention au diagnostic pollution à faire parfois sur des territoires, sur des bâtiments, etc. Euh, pour info, donc, on verra ici les anciens ateliers municipaux de GST que Eclem a proposé de rénover. Leur objectif, donc c'est marqué en haut, hein, c'était euh, confort thermique et viabilité économique du projet, avec l'objectif plutôt de faire du tertiaire et même plutôt du logement. Donc avec des espaces communs, avec des choses comme ça. Donc ayant identifié ce bâtiment qui n'avait plus d'usage, qui peut permettre de faire pas mal de choses parce que c'est très grand et qui s'inscrit vraiment dans l'histoire de la commune, la et Clem a fait une demande d'achat à la commune de Gesté pour acquérir le bâtiment et pouvoir le rénover. Voilà pour un peu les questions de choix. Et puis après, il y a la grosse question. Alors là, j'ai... Bon, vous avez vu, c'est que des questions, il n'y a pas de réponse, hein, vous l'avez bien compris. Mais sur le modèle économique, j'irais dire qu'on a presque encore moins de réponses parce que, bah, en fait, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais euh, euh, voilà, quelle est un peu votre idée dans cette rénovation? On a des collectifs qui choisissent de ne pas forcément avoir de modèle économique au sens où on l'entend, qui vont juste accompagner des particuliers. Donc ça peut être sur du temps bénévole éventuellement. Ça veut pas dire que c'est pas un modèle économique, mais bon, c'est du temps bénévole. Euh, qui vont pas du tout rentrer dans des investissements, en tout cas, de rénovation. Euh, mais à l'inverse, on peut avoir des collectifs bah, comme Eclem, par exemple, qui achètent complètement, donc qui vont avoir des gros financements à mobiliser, et ensuite à trouver comment on revient sur cet investissement de, initiaux. Euh, ça peut quand même, enfin, c'est bien de se poser la question en amont parce que après, on a des collectifs qui disent, bon, bah, je vais essayer de trouver des subventions, mais les subventions, bah, ça devient de plus en plus rare et encore plus pour des entreprises. Donc, voilà, c'est bien de se trouver un modèle économique dès le début. Euh, ça veut pas dire qu'il y aura pas de subvention. On est en train de travailler, enfin, vous le savez peut-être sur une étude, enfin, un plaidoyer pour essayer de voir ce qui est possible de mobiliser comme fonds pour la rénovation citoyenne, mais ça va pas déboucher tout de suite. Donc aujourd'hui, on fait avec les subventions disponibles qui sont plutôt à destination des particuliers et des collectivités. Donc c'est pas évident de voir comment des collectifs citoyens pourraient en bénéficier. Et bien sûr, se pose la question du bénéfice dégagé, qu'est-ce qu'on en fait? Euh, donc l'exemple des clèmes, on est sur euh, de l'achat avec de la location à des occupants, avec vraiment la volonté d'être dans le long terme avec les usagers, aussi pour réfléchir aux consommations d'énergie une fois le bâtiment rénové.
comment l'usager est aussi un acteur à 100% de la consommation d'énergie. Donc il y a vraiment cette volonté de rester sur le long terme. Et au niveau modèle économique, ça s'illustre par évidemment un investissement fort à l'état initial. Donc là, vous avez la répartition de l'investissement euh, initial. Pour l'instant, il n'y a pas de subvention identifiée. On espère qu'il y en aura qui pourront être mobilisées, mais avec des loyers par la suite qui viendront normalement euh, amortir cet investissement initial. La question des loyers est toujours très complexe parce qu'on a envie de garder des loyers justes et enfin, ça a été bien souligné là dans vos participations. On veut vraiment que le logement soit accessible pour tout le monde et en même temps, il faut que le modèle économique tienne la route. Quand on achète plus rénove, il faut quand même trouver un équilibre entre les deux. Euh, les autres modèles économiques qu'on a pu voir, hein, c'est le fameux tiers investissement où on vient investir chez un propriétaire, un propriétaire tiers. Et donc, on va faire une sorte de loyer, enfin au fur et à mesure des années, qui va permettre de revenir sur l'investissement juste de la rénovation. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que dans ces deux modèles-là, la question des économies d'énergie qui vont être faites va être prise en compte. C'est-à-dire que si on a des locataires qui payent très peu de charges d'énergie, on peut espérer leur faire un loyer qui soit éventuellement un peu plus élevé parce que pour valoriser le fait que le bâtiment est très performant. De la même façon, sur le tiers investissement, on peut avoir du contrat de performance énergétique où on fait une redevance qui est en lien aussi avec les économies d'énergie générées et même qui est indexée pour garantir les économies d'énergie. Euh, bon, c'est un peu des exemples de modèles économiques. Il y en a à inventer. On a vu des modèles de tokenisation aussi et des choses assez, euh, euh, je vais pas dire modernes, mais en tout cas plus Pointu. poussées, pointues, merci, pour aller trouver du financement auprès du grand public et faire par petits tokens, on vient financer des rénovations, de l'achat et de la rénovation. Bon, c'est des modèles à explorer voilà, qui peuvent intéresser aussi vos collectifs. Euh, une dernière remarque, mais que ça, vous y serez confrontés et vous nous direz peut-être comment y réfléchir au mieux, c'est une fois qu'on a ce modèle économique, il peut être un peu contraint et du coup, quand on a des objectifs euh, initiaux très éthiques, on est parfois amené à revoir sa copie pour s'adapter au modèle économique. Et par exemple, sur les loyers, peut-être qu'ils vont devoir être un peu plus importants que ce qu'on imaginait parce que bah, les travaux sont chers, ou bien où est-ce qu'on va transiger dans les travaux pour que les loyers soient à la hauteur de ce qu'on espérait. C'est un exemple, mais en gros, c'est ça la question à chaque fois, c'est quels sont les aspects sur lesquels on va être prêt à diminuer un peu nos exigences pour s'adapter à la réalité économique de nos projets. Mais ça, c'est vrai un peu pour tout le monde. On l'a vu sur d'où viennent mes panneaux photovoltaïques. Est-ce que c'est mieux d'aller chercher des panneaux moins chers et puis de rentrer dans son modèle éco? On est sur les mêmes questions avec la rénovation. Voilà. Euh, peut-être du coup l'illustration chez Eclem, c'est qu'ils se sont associés à des partenaires qui vont leur permettre enfin, qui vont leur faciliter en tout cas l'atteinte de leurs objectifs importants. Je vais pas tous les citer, mais euh, Matière Grise, c'est eux qui vont réfléchir au réemploi avec eux. Le CPIE sur les questions d'environnement et du coup de diagnostic pollution, etc. Donc voilà, il y a plusieurs acteurs qui permettent de faciliter, mais avec un label visé qui donne en termes d'exigence en termes de performance énergétique un focus clair. On ira jusqu'à BBC Rénovation. Donc bah là, si on dit qu'on veut le label, ben on sera pas prêt à transiger là-dessus. Bon voilà, c'est des exemples aussi de se dire d'être bien entouré, ça peut aider aussi à tenir au mieux ces engagements et puis à trouver les aménagements possibles pour les tenir. Peut-être une petite pause, Emmanuel, ou je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre des Clem, si vous voulez compléter, peut-être, ou s'il y a des questions sur ces axes, ces choix à faire. J'ai pas du tout suivi le chat, je sais pas s'il y a des choses dedans. Il n'y a pas trop de En tout questions. cas, je peux confirmer que je ne suis pas seul. Adèle est également ici. Merci. Euh, Compléter, je veux bien s'il y a une question plutôt, parce que c'était déjà très complet. Ça ne reflétait que les réponses que vous avez données. Merci beaucoup.
Bon, bah, super. Euh, oui, merci pour la précision. Effectivement, l'offre n'est pas encore acceptée, mais il y avait plutôt des chances que ça fonctionne. Donc on espère bien que le projet va pouvoir avoir le jour. Moi, je voulais juste apporter vraiment enfin, une précision très, très importante, c'est que dans tous les modèles qu'on regarde et qu'on accompagne, il y a une diversité d'organisations ultra large et là, la solution qui est proposée par Eclem est très intégrée avec l'acquisition du foncier, mais c'est pas toujours le cas. On a déjà parlé plusieurs fois du projet de d'Iwatt, qui consiste à faire un contrat de performance énergétique. Et comme Colline l'a mentionné tout à l'heure, il y a aussi toutes les solutions d'autoréhabilitation accompagnée, etc. Où du coup, voilà, les citoyens, en fait, enfin, c'est ce qu'on s'est dit entre nous, euh, et Alter Alsace et Aura 2E qui accompagnons les projets dans le cadre de CLR3. Ce qui nous importe, c'est que les citoyens ils soient décisionnaires ou en tous les cas, ils participent à la définition des travaux et à l'ambition de la rénovation. Donc peut-être que voilà, qu'ils peuvent être enfin en tous les cas, ils peuvent être mobilisés de mille et une façons. Et l'acquisition du foncier permet une maîtrise très, très forte du projet. Mais il y a d'autres modèles avec voilà, d'autres places pour les citoyens. Donc, si le modèle là qui a été creusé aujourd'hui vous fait peur, bah, sachez qu'il y a mille et une façons de s'investir en tant que citoyen dans une offre de rénovation et que toutes sont pas aussi euh, capitalistiques, j'allais dire, en tous les cas, voilà, elles sont pas forcément aussi impliquantes en tous les cas. Même si là, ça permet une maîtrise vraiment poussée du projet, évidemment. Ah, Oui, alors c'était... du coup, Pardon, vas-y, peut-être un vas-y. complément sur ce sujet. En effet, avec notre modèle, notre premier écueil, ça a été l'accès au foncier. Et ça fait déjà 2 grosses années qu'on cherche quelqu'un qui veut bien nous laisser notre chance, puisque des finances, on en promet, mais on les a pas aujourd'hui dans notre portefeuille. Ça sera lié à la mobilisation des citoyens. Et du coup, on demandait du temps, surtout, pour pouvoir étudier le projet, pouvoir montrer qu'il était faisable, pour pouvoir mobiliser les finances, et donc un compromis de vente long. Euh, Sur le marché privé, on n'a pas trouvé, clairement, et on s'est dirigé plutôt vers les communes. Est-ce que vous avez étudié, par exemple, du foncier avec des baux à réhabilitation ou des choses comme ça? Non, bail à réhabilitation, là, comme ça, hop, je ne connais pas. Donc Ok. voilà. Ça y est, on On rentre a dans la pensé technique. en alternative, en revanche, parce que la propriété n'était pas forcément notre but, mais ça pouvait être un bail emphytéotique. Mhm. Ce n'est que, bah, après, même au niveau des mairies, il n'y avait pas de souhait de conserver le bâtiment. Ils ont, alors, je ne sais pas si c'est général en France, mais en tout cas dans notre secteur, les mairies, donc qui sont des communes nouvelles avec des regroupements d'anciennes communes qui avaient elles-mêmes pas mal de bâtiments, se retrouvent avec un stock de foncier dont elles ont du mal qu'elles ont du mal à gérer et dont elles souhaitent en partie se séparer. Merci pour ces précisions. Merci. C'est effectivement un modèle parmi d'autres. Le pari d'illustrer cette partie par un projet, bah, ça met un peu de côté d'autres, mais effectivement, c'est un parmi une diversité très forte. Euh, euh, En tout cas, tu fais très bien le lien, Noémie, avec la troisième partie, qui est effectivement, mais comment concrètement on participe au projet? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle partie on... Et qui là sera plus diversifiée. On a mis plusieurs exemples, encore une fois. Comment s'organiser? C'est quelle partie on porte? Alors, il y a plein de choses à dire. Il y a une première question que, je suis désolée, mon animation est très mal faite, mais qui était qui sont les citoyens dans un projet de rénovation. Parce que, en fait,
On est habitué dans nos collectifs de production à dire on fait un collectif et ce collectif va produire. Mais dans un projet de rénovation, les citoyens ils peuvent être à plein d'endroits. Ils peuvent être simplement habitants du territoire, et comment on implique les gens qui vont habiter autour du bâtiment qu'on va rénover. Est-ce qu'ils sont juste pas du tout sollicités ou est-ce que bah, on fait une démarche de concertation sur quel bâtiment, quel usage vous voudriez pour la rénovation de ce bâtiment, machin, ou quel est dans ce quartier le projet de rénovation qui serait idéal pour toutes les maisons ou des choses comme ça. Donc il y a la question des habitants autour qui peuvent être associés, qui pouvaient l'être dans les projets de production d'énergie renouvelable, mais à des niveaux un peu plus lointains. Là, c'est leur bâtiment auquel on va toucher. Il y a la question des usagers du bâtiment. Potentiellement, ça peut être vous-même. À la limite, ça peut être une coopérative qui rénove pour mettre ses propres locaux, mais ça peut être souvent des tiers. Et du coup, comment les usagers sont associés? Est-ce qu'ils sont simples occupants des lieux et donc bah, peut-être ils versent un loyer ou je sais pas quoi? Ou est-ce que on va jusqu'à travailler avec eux à fond sur les démarches de réduction des consommations, etc. Donc, eux aussi, ce sont des citoyens. Est-ce qu'ils vont faire partie de la coopérative ou pas? Et est-ce que, s'ils en font pas partie, comment on les associe également au projet? Il y a les propriétaires qui sont pas forcément vous. Donc, on l'a vu pour Eklem, ils deviennent propriétaires, mais c'est pas forcément le cas du tout, effectivement. Et si le projet consiste à accompagner des particuliers dans leur rénovation, comment les propriétaires sont associés? Est-ce qu'ils demandent au collectif de s'occuper de la rénovation de A à Z et juste ou même des propriétaires vont mettre à dispo du foncier et vont même plus être occupants, ou est-ce que ils sont complètement associés à la concertation sur le projet et à comment on mène cette rénovation. Donc tous ces gens-là sont également des citoyens et comment ils sont associés. Après, il y a évidemment les sociétaires qui peuvent juste être investisseurs dans le projet comme on en a beaucoup, mais qui peuvent être très impliqués. On va le voir par la suite, comment les sociétaires participent à la rénovation. Ça peut être jusqu'à faire les travaux eux-mêmes quand on est motivé. Et donc effectivement, on est d'accord que tous les trois premières catégories qu'on a citées peuvent être sociétaires, si vous le souhaitez, si vous leur proposez, s'ils en ont envie, et du coup devenir également décideurs du projet. Mais ça n'empêche pas que même sans être sociétaire, bah, la question va se poser de comment ils sont associés parce que ils vont être forcément impliqués par ce projet. Donc, première réflexion sur où sont les citoyens. La deuxième réflexion revient à cette petite matrice que nous avions présentée déjà le 20 janvier et qui est les sociétaires, le collectif. Donc là, on se place bien du point de vue du collectif. Quelle partie de la rénovation il va mener et à quel niveau d'implication? Alors là, on a l'exemple d'une matrice qu'on avait faite pour, un des collectifs qui est Village Vivant. On pourra le détailler, mais dans les facteurs à prendre en compte, vous les connaissez parce que vous les vous êtes déjà posé la question si vous avez fait de la production. Quelles sont les compétences et les disponibilités au sein du collectif? Quels sont les partenaires qu'on peut trouver? Et quelle est la responsabilité et les risques qu'on est prêt à endosser? C'est pas négligeable. On les connaît déjà pour la production ENR, mais il y en a beaucoup aussi pour la rénovation en particulier sur les questions de toucher au bâti, on peut avoir des problèmes par la suite d'incidents, enfin de problèmes sur le bâtiment. Donc c'est important de se poser les questions de jusqu'où on est prêt à engager la responsabilité du collectif dans le projet. Euh, c'est des questions. Alors, juste sur les questions assurantielles, on a encore assez peu d'éléments, mais on y travaille. Il y a une étude juridique en cours qui devrait aussi nous donner quelques billes. Donc ça, on essaiera d'avancer au fur et à mesure. Et puis, le dernier webinaire du cycle de cette formation est sur les questions juridiques, donc on devrait aussi adresser ce point. La première question qu'on vient de traiter, enfin qu'on vient de discuter avec l'exemple des clèmes, c'est la question de la gestion du foncier. On a mis des petits encarts là supplémentaires pour avoir quelques éléments supplémentaires sur le projet, mais euh, la gestion du foncier, bah, ça va être la première, oui, effectivement, le premier positionnement du collectif à avoir. Est-ce que vous voulez être impliqué dans la gestion du foncier. Donc, est-ce que vous voulez, bah, comme on disait, acheter ou bien avoir un bail qui vous permet de faire presque tout ce que vous voulez ou une convention de mise à disposition? Ou bien est-ce que vous vous impliquez pas du tout dans la propriété du bâtiment? Ou bien est-ce que vous faites moite-moite? On a parlé de ces collectifs qui voudraient rester propriétaires, nus propriétaires, mais vendre l'usufruit, ou bien rester propriétaire du sol, mais vendre le bâtiment. Donc ça, c'est des répartitions de propriété qui sont intéressantes
On l'a vu politiquement parce que ça met une position du bâtiment hors de la spéculation, mais qui sont aussi intéressantes pour le collectif, pour investir un peu moins peut-être, mais rester maître du projet de rénovation. Voilà, c'est plein de positionnements possibles qui, qui, qui vont aussi changer la marge de manœuvre que vous aurez pour la rénovation. Là, l'exemple, c'est celui donc de Village Vivant, qui est une coopérative qui fait de la rénovation des bâtiments pour des porteurs de projets de tertiaire dans des zones rurales. Et donc, il y a une SCI qui achète les bâtiments à rénover. La SIC, il y a une SIC aussi associée qui vient faire de l'animation. Et puis, la SCI rénove et ensuite loue les bâtiments à l'usager. Ensuite, on va étudier cette petite cible-là qu'on a construite au fur et à mesure des projets qu'on a identifiés. Et je vous invite enfin, on va la détailler et prendre des exemples un peu de positionnement des collectifs qu'ils pourraient avoir. Excusez-moi. Euh, la première, enfin, on l'a placée comme ça. Comme vous le voyez, cette cible, elle suit les quatre grandes étapes d'un projet de rénovation. La conception, Noémie le disait, qui va décider de quelle rénovation on va faire. La maîtrise d'œuvre, qui va piloter le chantier et organiser les travaux. Les travaux eux-mêmes, qui va les faire. Et l'étape de suivi énergétique, ça nous paraît important de le mettre parce que on est. Merci Noémie pour ces commentaires, ce fléchage de l'ordre dans lequel ça se passe. C'est très élégant. Euh, et effectivement, il y a plusieurs niveaux d'implication du collectif à chacune de ces étapes. Donc l'internalisation, ce qu'on a mis en rose au milieu, c'est vous faites tout en interne. Vous faites vous-même, c'est-à-dire le collectif lui-même a les ressources pour faire lui-même. Donc la conception, ça pourrait être, euh, vous avez, on va reprendre l'exemple des clèmes, mais il y a un avant-projet qui a été fait complètement de A à Z sur les volontés de rénovation. Et puis, euh, je prends l'exemple de Clairlieu parce que je le connais bien, c'est une coopérative qui s'est montée pour créer la solution de rénovation type qui pouvait être appliquée sur toutes les maisons du quartier Clairlieu. Donc eux, leur objectif, c'était surtout ça, c'était d'être maître de la conception d'une solution de rénovation facile à mettre en œuvre. Euh, on a cité les castors qui sont plus sur de la création de la construction, mais qui peuvent aussi faire de la rénovation. Et les castors, c'est des gens qui se mettent ensemble justement pour concevoir ensemble un habitat qui vont habiter. Au niveau de la maîtrise d'œuvre, on peut imaginer avoir dans un collectif un architecte qui fait le suivi de chantier et donc qui coordonne les différents acteurs. Euh, c'est ce qu'on espère voir aussi au niveau de Bain d'énergie où il y a un architecte parmi les membres. Et puis les travaux, là on en parlait, c'est possible de dire que les sociétaires ou les membres du collectif vont faire les travaux eux-mêmes, donc on fait du chantier participatif. C'est évidemment le cas avec les projets d'accompagnement à l'autorénovation. Bain d'énergie qu'on accompagne, ils ont déjà fait d'ailleurs la rénovation bénévole de deux logements sur leur friche industrielle et ils souhaitent aussi continuer à mettre la main à la pâte sur la rénovation de leur friche. Après, sur le suivi énergétique, on a l'exemple de Dewatt par exemple. On peut avoir quelqu'un du collectif qui va faire l'analyse des consommations, donc qui va relever les températures, qui va relever les compteurs évidemment, et puis qui va pouvoir faire un suivi là-dessus important si on veut maîtriser les usages aussi. Et puis identifier la performance de la rénovation. Un niveau moins impliquant, ça peut être la sélection d'un partenaire. C'est vous qui sous-traitez à un partenaire, à un professionnel, à un tiers, les différentes étapes, que ce soit au niveau de la conception, vous pouvez choisir le bureau d'études. Au niveau de la maîtrise d'œuvre, vous avez la même chose, un bureau d'études qui peut vous accompagner. C'est intéressant au niveau de Dewatt parce qu'on ne sait jamais exactement où les mettre. Ils ont une filiale qui est un bureau d'études. Donc, ils ont missionné leur bureau d'études pour faire l'étude et la maîtrise d'œuvre. Alors, est-ce que c'est réellement la sélection d'un partenaire ciblé? En tout cas, c'est un tiers. Et ce sont deux structures différentes. Sachant qu'il y avait quand même un architecte en plus, c'est pas la maîtrise d'œuvre Oui, globale du d'accord. projet de rénovation, c'était le BE thermique, on va dire. Ouais, partie vraiment énergétique.
Bien sûr, pour les travaux, bah, vous pouvez faire les cahiers des charges et sélectionner les artisans avec peut-être justement la possibilité de mettre les exigences de travaux qui sont vraiment importantes pour votre collectif. Et pour le suivi énergétique, bien sûr, bah, l'exemple qu'on a là, c'est de prendre un logiciel de suivi. Bah, par exemple, voilà, vous avez une entreprise qui développe un logiciel de suivi des consommations et vous le, vous les, vous les- vous leur demandez d'intervenir pour faire les relevés de conso. Ça vous permet aussi d'avoir peut-être un suivi plus pointu que ce que vous auriez fait en allant relever régulièrement des compteurs. C'est l'exemple des gouttes d'eau qu'on suit qui vont utiliser un logiciel comme ça. Et la dernière partie qui est celle sonnante et trébuchante, bah, c'est la participation au financement. C'est à quel niveau le collectif va vouloir financer le projet de rénovation. Est-ce qu'il va financer la conception en payant le bureau d'études ou est-ce que bah, c'est le propriétaire, par exemple, qui reste responsable de financer l'étude? Donc ça pose beaucoup la question que disait Noémie tout à l'heure, c'est que si on veut un projet citoyen, donc avec une gouvernance citoyenne, donc a priori où les décisions techniques sont prises par les citoyens, dans quelle mesure on est capable d'imposer nos choix si on n'est pas les financeurs du bureau d'études qui fait la conception de la rénovation. Donc ça, c'est des choses à discuter pour garder une gouvernance quand même suffisamment importante pour qu'on soit sûr que le projet est réellement citoyen. L'exemple que j'ai mis, c'est Clairieux parce que ils ont conçu, mais ils se sont fait accompagner aussi par un bureau d'études pour concevoir techniquement. En fait, c'est eux qui ont mis le cahier des charges de la rénovation et après, c'est un professionnel et un bureau d'études qui ont conçu le module lui-même d'isolation, par exemple. Oui, Euh, ouais, Pardon. juste un point de, pareil, comme ce qui nous porte, c'est la rénovation énergétique, parce qu'on voit qu'il y a dans le mouvement ESS pas mal de structures qui s'intéressent au, au logement et plus généralement au bâtiment, mais qui n'ont pas forcément cette grille de lecture, ce prisme énergie que nous on a, ou en tous les cas qu'ils ne le mettent pas dans le cahier des charges de façon ferme et avec un point d'attention particulier. Donc là, c'est nous, dans CLR3, c'est ça qu'on vient aussi valider et chercher. Et bien sûr, en tant que collectif d'énergie citoyenne, on espère tous que c'est le point qui vous intéresse aussi, c'est quand même à la base, enfin, que la rénovation permette réellement des économies d'énergie et que vous ameniez ce point d'attention lors de la conception. Euh, Au niveau de la maîtrise d'œuvre, bah, même chose que pour la conception, on est d'accord. Qui finance la personne qui supervise? Ça peut être votre collectif ou ça peut être le propriétaire. Typiquement sur l'accompagnement à la rénovation des particuliers, on va rarement avoir le collectif citoyen qui va aller financer la partie maîtrise d'œuvre et travaux. Mais ça peut, mais a priori, on va rentrer là dans les éléments qui sont plus payés par l'usager, par le propriétaire usager. Euh, Au niveau des travaux, bah, même chose. Là, j'ai rien à rajouter. Est-ce que vous payez les artisans ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Euh, A priori, ça va être les gros investissements. On a parlé de l'achat d'un bâtiment, mais en dehors de ça, les gros investissements, c'est les travaux. Donc, si on parle de collecte d'épargne pour aller investir dans le modèle qu'on connaît un peu pour la production d'énergie renouvelable, ça va être là que vous allez investir pour payer les artisans. Et donc, va se poser après la question de revenir sur cet investissement initial. Donc, voilà, c'est un point un peu majeur du modèle économique. L'exemple de DeWatt, c'est celui que j'ai abordé tout à l'heure, c'est celui du contrat de performance énergétique, plus ou moins, où du coup ils investissent à l'instant T, ils payent les artisans et les superviseurs. Et sur le long terme, il y a une redevance qui est liée aux économies d'énergie réalisées. Donc ça permet d'être gagnant et pour le propriétaire et normalement, pour revenir sur son investissement pour le tiers financeur. Et sur le suivi énergétique, bah, on revient à la même chose. Est-ce que vous financez ou pas du suivi énergétique? Est-ce que vous avez le budget pour ça? Est-ce que on considère que c'est des bénéfices qui vont être générés par le projet qui vont permettre de faire un suivi énergétique? Ou est-ce que vous demandez euh, au propriétaire de faire son suivi parce que ça fait partie des exigences du projet ou je ne sais pas. Voilà, ça va être des questions à voir. Voilà sur un peu les parties
quelle est l'implication concrète que vous pouvez avoir dans votre collectif. Vous l'avez compris, ça fait des modèles infiniment divers. Celui qu'on... Oh là là, pardon. Je vais essayer de revenir en arrière assez rapidement, mais comme il y a plein d'animations. Voilà, le modèle qui est présenté là, celui de village vivant, pour faire une illustration. Ils sont présents à la conception en interne parce que ils ont des gens qui réfléchissent à comment rénover et en même temps ils financent un, un bureau pour les parties qui sont pas en mesure de faire eux-mêmes. Pareil pour la maîtrise d'œuvre du chantier et après pour les travaux, ils vont sélectionner un artisan et ils vont financer l'artisan. Il n'y a pas de suivi énergétique aujourd'hui parce que, comme on le disait, ça fait partie des structures qui aujourd'hui n'avaient pas qui s'intéressaient à la question des consommations d'énergie, mais n'avaient pas un accent sur la rénovation thermique. Mais maintenant, c'est quelque chose qu'ils aimeraient améliorer. Du coup, pour l'instant, il n'y a pas du tout d'implication sur le suivi énergétique. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que les cases peuvent rester blanches, évidemment, hein. On les a mis de couleur, mais bien sûr, vous pouvez ne pas vouloir vous impliquer dans une phase du projet. Voilà pour un peu cette matrice. Ça permet en fait pour nous enfin, pour nous de classifier un peu les initiatives, mais pour vous aussi, ça peut être l'exercice de dire ben, où est-ce on a réellement une plus-value, vu nos compétences en interne, vu le temps disponible, vu notre connaissance du terrain, vu voilà, et où est-ce que ben, on laisse d'autres intervenir parce qu'en fait, c'est pas là que qu'on sera pertinent. D'autres, ça peut être qui? Euh, je sais pas, un inventaire exhaustif, là, c'est juste pour se dire, faire vraiment un point d'attention sur, n'oubliez pas, il y a d'autres gens qui existent et qui s'intéressent déjà à la rénovation. Alors, on l'a dit, les collectivités, bien sûr, parce que c'est elles qui sont décideuses sur les questions urbanistiques et c'est bien avec elles qu'il faut réfléchir à ces questions de où est-ce qu'on rénove, pourquoi et comment, mais aussi parce qu'il y a du foncier public qui peut être rénové. Et c'est le cas, par exemple, qu'on est en train de traiter avec les Gouttes d'eau du Val d'Argent qui veulent rénover une piscine intercommunale. Donc la piscine va bien sûr rester propriété de la communauté de communes. Et la question des Gouttes d'eau du Val d'Argent, ça va être de comment intervenir pour faire cette rénovation que la Comcom n'a pas les moyens de mettre en place, mais qui est extrêmement pertinente sur le long terme. Donc euh, voilà, ça peut être vraiment quel partenariat public-privé trouver. Et c'est un des axes de l'étude juridique qu'on est en train de mener, c'est de trouver les solutions juridiques adaptées pour pouvoir intervenir sur du foncier public, entre autres. Les collectivités peuvent évidemment prendre des parts et faire des subventions, on aimerait bien, donc n'hésitez pas à les solliciter là-dessus. Et puis nous, on va voir ce qu'on peut faire au niveau régional, départemental éventuellement, et puis national. Les professionnels, on l'a dit, sont des partenaires à ne pas négliger, puisque évidemment, ils vont pouvoir être sollicités tout au long du chantier. Et pour eux, ça peut être aussi une vraie plus-value de, alors, de les mettre en valeur. Ce qu'on constate sur l'autorénovation accompagnée, où donc il y a des professionnels qui viennent accompagner les particuliers à faire leur rénovation, c'est que c'est très valorisant aussi pour eux de devenir formateurs, de devenir référents, et ça leur enlève pas du travail, par ailleurs, ils en ont suffisamment. Donc, ils peuvent être très volontaires. Alors, il faut trouver des gens qui sont volontaires, mais ils peuvent être très volontaires à participer en tant que sachants et transmetteurs de savoir. Mais pour eux, c'est aussi des projets associant les citoyens potentiellement, donc qui peuvent être vitrines pour leur entreprise. Et puis après, là, on a commencé une liste, mais elle est certainement pas exhaustive de tous les réseaux et professionnels qui existent pour la rénovation. N'oubliez pas d'essayer, enfin, identifiez-les au mieux parce que ça peut être des très bons supports. Et en plus de ça, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, donc c'est pas la peine d'aller refaire des choses qui ont déjà été inventées. Euh, Ouais, je vais pas rentrer dans le détail, hein. La DIL, c'est pour les questions juridiques sur le logement. L'ANA, ça va être toutes les subventions aujourd'hui à la rénovation thermique. Les CAUE, c'est le Conseil d'architecture et d'urbanisme. Il y a toutes les ALTE, les agences locales de la transition énergétique, comme Alter Alsace Énergie. Mais comme plein d'autres, vous en avez des homologues sur votre territoire. Et puis, voilà, il y a beaucoup de choses, de gens qui s'interrogent, qui font de la sensibilisation, des balades thermiques, tout ça. N'hésitez pas à les solliciter. Voilà. J'arrive tranquillement au bout. Je pense qu'on est pas mal au niveau timing. Euh, Où est-ce que vous pourriez aller chercher d'autres infos? Alors, j'ai déjà listé là tous les acteurs qui existent sur la rénovation et
Il y a des formations organisées un peu dans toutes les régions sur plein de sujets par ces acteurs-là. Vous l'avez compris, sur les questions de rénovation citoyenne, on est en train de défricher. Donc on va au mieux faire ces webinaires de formation durant les mois qui viennent, mais avec vos apports. Donc n'hésitez pas à participer. La liste la liste MDE est vraiment faite pour échanger sur les sujets, les questions que vous pouvez avoir ou les réponses que vous avez pu trouver. Parfois à des questions, elles intéressent tout le monde. N'hésitez pas à les partager. Et puis sur les questions purement de collectif citoyen, n'oubliez pas tous vos réseaux régionaux qui sont vraiment des ressources précieuses qui peuvent vous accompagner sur le montage d'une structure, les questions d'animation, voilà, il y a plein de questions qui sont déjà traitées dans le cadre de la production d'énergie qui s'appliquent bien sûr à la rénovation. Donc petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas encore leur réseau régional, allez donc les rencontrer. Euh, des premières questions qui peuvent vous donner la parole. Voilà, temps d'échange. Qu'en pensez-vous? Où en êtes-vous? Qu'avez-vous à témoigner? Euh, voilà, la parole est à vous. Dans tous les cas, il n'y a pas beaucoup de questions, mais il y avait plutôt des témoignages ou des prises de position. Donc, si vous voulez ouvrir votre micro et parler, notamment, il y avait Marie d'Énergie Collective qui parlait d'une expérience, une action qui se développe dans les Hautes-Alpes. Donc, je ne sais pas si Marie veut prendre la parole. Ah, elle est partie, me dit Diane. Et sinon, Lola de l'association Alizé, une autre ALTE, qui disait que sur la partie financement, au-delà de mettre la main à la poche, les citoyens peuvent aussi chercher des financements et aider les maîtres d'ouvrage à mobiliser des financements. Oui, c'est tout à fait juste le conseil aux particuliers, enfin aux particuliers ou à d'autres. Ouais. On a encore assez peu d'exemples. C'est intéressant parce que sur quasi tous les pays d'Europe, c'est les collectifs, les communautés énergétiques, comme ils disent, vont surtout faire ça, du conseil aux particuliers ou de la mise en lien des particuliers pour mieux rénover leur habitat. On a peu d'exemples en France parce qu'en France, il y a un écosystème très bien installé, enfin très bien installé, qui essaye de s'adapter aux évolutions légales, mais il y a un écosystème comme déjà assez ancien qui existe pour accompagner les particuliers sur la rénovation. Et la question se pose des synergies justement entre des structures comme vous, Alizé, et des collectifs citoyens qui pourraient accompagner aussi à comment trouver des financements, à comment mobiliser en très local les communes, les comités de communes pour aider à la rénovation. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît encore assez peu. On a le projet pilote, alors je vais dire des bêtises, Noémie, de Centrale Villageoise du Trièves, qui voudrait Mhm. monter une maison de l'habitat. Oui, c'est ça. Ouf, je me suis pas trompée. Qui serait à peu près ça, effectivement, aider à, voilà, bah tout à fait, aider à les particuliers à pouvoir bien rénover, mais se pose vraiment la question de s'articuler avec les acteurs déjà existants parce que on a vu en tout cas que ça avait l'air d'être moins un besoin en France que dans les autres pays. Maintenant, je suis bien d'accord avec vous que pour autant, c'est pas encore une massification énorme qu'on voit en France plus qu'ailleurs, donc il y a encore du boulot. Ça n'empêche pas qu'on que tout le monde s'y penche. Euh, Est-ce qu'il y a éventuellement des collectifs qui ont un projet déjà assez avancé qui voudraient témoigner aussi sur le modèle et les questions auxquelles ils ont pu répondre? Ça a l'air. On a de Vous grandes pouvez cibles. directement ouvrir vos micros si vous voulez prendre la Oui. parole. Les Euh, gens bah, ont faim. ah oui, c'est vrai, tout à fait. On va pas jouer les prolongations s'il n'y en a pas. Les petits rappels. La prochaine session de formation, c'est le 5 mars. Le lien d'inscription est déjà disponible. On vous le remet. Ah oui, je vais Ça sera Nicolas qui absolument. assurera cette session, qui est là parmi nous. Et donc sur le jeu d'acteurs et les étapes. Euh, voilà, vous avez le lien d'inscription dans le chat. Euh, oui, Hugues. Oui, c'est juste là sur ce dernier point. Ça veut dire que là, vous voulez qu'on s'inscrive à chaque fois plutôt que une fois qu'on est inscrit, on a tout le cycle où on est. Voilà, c'était ça?
Ah oui, question logistique. Ça a été un problème parce que en fait, on va pas pouvoir mettre le même lien d'inscription à chaque fois, le même lien de visio à chaque fois, pardon. Et du coup, oui, alors On veut bien, oui, que vous ouais. réinscriviez à chaque fois. D'accord. Très bien. Non, mais c'est parce que par exemple, nous, on l'avait pas fait, on n'avait pas suivi ça, et voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup. Et du coup, encore une fois, n'hésitez pas, si vous n'y êtes pas, à vous inscrire sur la liste MDE. Voilà, c'est tout. Euh, Effectivement, j'espère que vous n'avez pas trop faim et que ça commence à permettre de dessiner vos projets quand vous n'en avez pas encore. N'hésitez pas à partager suite à vos remarques, etc. sur la liste MDE parce que je pense que c'est vraiment comme ça qu'on créera des échanges et qu'on fera évoluer un peu les questionnements. Et sinon, on peut se dire bon appétit et à plus tard, au mois prochain ou plus loin. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Si. Au revoir. Au revoir.